suis journaliste et photographe et je travaille sur des affaires criminelles célèbres. J'ai décidé de m'intéresser à celle de la fin du siècle dernier. L'affaire Dominici, comme l'affaire Ranucci, reste dans tous les esprits. Ces faits divers sont gravés dans la mémoire collective, beaucoup plus que d'autres. Et je me pose cette simple question, pourquoi ? Peut-être parce que ces crimes ont été le révélateur d'un changement profond dans notre société. Je suis persuadé que les lieux qui ont vu se dérouler ces drames peuvent encore apporter des réponses à ma question, même des années plus tard. Il suffit de retourner les explorer. C'est ce que j'ai fait. Mon enquête a commencé avec la lecture des notes de Jean Giono sur l'affaire Dominici et elles ont piqué ma curiosité. Alors je me suis rendu dans les Alpes de Haute-Provence. Tout commence dans la nuit du 4 au 5 août 1952. 3 Anglais en vacances sont assassinés à proximité de la Grande-Terre, la ferme familiale des Dominici. Jean-Louis Vincent est un ancien commissaire de police. Il a repris et étudié tout le dossier. Je l'ai accompagné sur le petit pont qui surplombe la voie ferrée des Alpes. Nous sommes là sur le dernier vestige intact de cette scène de crime. Les Drummond sont des Anglais qui sont venus de leur pays pour passer des vacances avec des amis au bord de la Côte d'Azur. Ils s'arrêtent ici, au bord de la route, un peu plus loin, pour passer la nuit, pour camper. Ça se passe donc dans la nuit du 4 au 5 août. Gustave Dominici, le fils de la maison Dominici, les voit s'installer le soir, vers les 20h, 20h30. Et dans la nuit, vers les 1h du matin, ils entendent plusieurs coups de feu, 5-6 coups de feu. Et donc, au matin, Gustave est venu ici, il a découvert le cadavre de la fillette là-bas. Il déclare qu'ensuite, il est vite remonté en courant tout le long de ce chemin pour arriver à la route. C'est le premier témoin, Jean-Marie Olivier, qui va prévenir les gendarmes. Les gendarmes vont arriver, et là, on va constater qu'il n'y a pas un cadavre, mais qu'il y en a 3. C'est-à-dire donc le cadavre de Jack Drummond, de sa femme Anne, tuée par balle près de la route, et la petite Elisabeth Drummond, sur le talus ici, tuée, elle, à coups de crosse de carabine, assénée sur la tête. L'assassinat sauvage de la petite Elisabeth Drummond marque les esprits. Un choc. Très vite, les Dominici se retrouvent au centre de toutes les attentions. Gaston, le patriarche, bien sûr, mais aussi ses fils, Gustave et Clovis. 2 univers que tout sépare se percutent. Le monde rural à l'ancienne du clan Dominici et la France en pleine mutation de l'après-guerre. Les investigations sont alors confiées à un flic marseillais haut en couleur, très très loin des usages taciturnes des gens de la terre, le commissaire Sébeil. C'est le commissaire Sébeil qui vient de Marseille, avec 4 inspecteurs, et très rapidement, il fait ce qu'on appelle une enquête de voisinage. Et ici, l'enquête de voisinage, c'est très simple. C'est la ferme des Dominici, à 165 mètres précisément du campement des Anglais, donc c'est eux qu'il va voir. Le soir, j'ai aperçu un vieillard qui arrivait avec une troupeau de chèvres. Je me suis dit, je vais voir, il doit habiter dans la région, je vais le questionner. Je lui ai demandé qui il était, il m'a dit, je m'appelle Dominici, j'habite là, à cette ferme. Nous sommes remontés sur les lieux, le père Dominici et moi. À un moment donné, au cours de la conversation, et à brûle pour point, en me désignant le côté droit de la voiture, me dit, la femme est tombée là, elle n'a pas souffert. J'ai été interloqué, je me suis dit, mais par exemple, il raconte ça comme s'il y avait assisté. Puis il se reprend, quand il m'a vu que je le fixais, il s'est repris, il me dit, enfin, je suppose, avec ce qu'elle a reçu, et il est parti. Ici, les caractères sont arides, comme les paysages, comme le quotidien. Nous sommes en Haute-Provence, le pays de Giono. Je me suis rendu à Manosque, dans la maison de l'écrivain. J'y ai discuté avec Sylvie, sa fille. On était juste après la guerre quand même. À la fin de la guerre, il y a eu beaucoup d'exactions dans la région, à la fin de la guerre. Donc il y a une atmosphère, je dirais pas trouble, mais un peu en attente. Il y a des trucs qui ne sont pas réglés encore. Le romancier René Frény vit lui aussi sur les rives de la Durance. Et il connaît bien les mentalités de ce terroir. L'après-guerre, c'est comme le 19e siècle. Ce sont des paysans qui habitent très loin les uns des autres, qui ont des petites parcelles très pauvres. C'est la petite montagne.
on se jalouse. Donc, comme dit Giono, pour ne pas mourir, s'accrocher au figuier, il vaut mieux cultiver une bonne haine qu'un grand amour. Un grand amour, ça dure 3-4 ans. Une haine, ça se transmet de génération en génération. Et puis l'affaire arrive, donc en 52, ce meurtre atroce. Et là, immédiatement, mon père a dit, tout de suite, avant qu'on sache quoi que ce soit, il a dit, et dire qu'on dit que j'exagère en parlant des paysans de Provence, leur dureté et tout ça, et vous voyez que la réalité, quelquefois, dépasse tout ce que j'ai pu en dire. On est dans un pays qui ne voit personne, chacun vit sur ses terres retirées, et les gens sont violents. Ils chassent, ils braconnent, ils tuent des lapins, ils tuent de leurs mains chaque jour, même les femmes, dont le sang ne leur fait pas peur. L'enquête piétine. Le commissaire Sebeil aussi. Les aveux vont mettre plus d'1 an à tomber. Sebeil soupçonne probablement davantage Gustave que Gaston. Donc, Gustave Dominici est arrêté en novembre 1953. Il est interrogé, il reconnaît de nombreux faits que la police lui reproche. Je lui ai dit, Gustave, il y a 2 solutions là-dedans. Le crime a été commis à la Grande Terre. J'accepte ta mère, j'accepte Yvette. Enfin, normalement, qui reste? Il reste ton père et toi. Et il finit par avouer, enfin par dénoncer son père. Si Gaston Dominici est mis en cause, c'est par son fils, Gustave. Ça, c'est écrit dans les procès-verbaux. Voici l'assassin. La veille encore, malgré les dénégations forcenées des femmes de la famille qui injuriaient les enquêteurs, sa culpabilité ne faisait plus de doute. Ses 2 fils avaient montré dans une grange de la Grande-Terre la place où le père était allé décrocher l'arme avec laquelle il allait abattre la famille Drummond et qu'il avait ensuite jetée dans un trou de la Durance. Donc Gaston Dominici se retrouve en cause parce qu'il a été accusé par ses 2 fils. Il est conduit à Digne. Dans un premier temps, il nie les faits. Et puis, au cours de sa garde à vue, à un moment, il est en présence d'un gardien de la paix qui est là simplement pour le surveiller. Et il avoue. Il avoue en disant c'est un accident, je les ai tués, etc. Et puis, par la suite, il va expliquer qu'en fait, le mobile, c'était le sexe, qu'il aurait voulu séduire Anne Drummond. Devant le juge, il va même raconter qu'il a eu avec elle une relation sexuelle en plein air, à quelques mètres de son mari. Tout ça, évidemment, est grotesque. Mais donc, Gaston Dominici avoue malgré tout avoir tué les 3 Drummond. Et puis plus tard, il va se rétracter. C'était vraiment le paysan dur, et il aurait pu le faire, hein. Ce n'était pas du tout un être tendre et gentil ou quoi que ce soit. Il aurait été très capable de tuer toute la famille. Mais l'a-t-il fait? Il ne fait pas l'ombre d'un doute que le commissaire Sebeil a été rapidement convaincu que le meurtrier de la famille Drummond devait se trouver dans ce que l'on appelait le clan des Dominici. Et à partir de ce moment-là, il a centré tous ses efforts pour arriver à démontrer la culpabilité de Gaston Dominici. Il prétend qu'il y est arrivé, je prétends qu'il n'en est rien. La carabine, ils nous ont toujours dit qu'ils ont même fait avouer, je crois que la carabine appartenait à Gaston, ou à moi, ou à Clovis. Mais moi, la carabine, jamais je l'avais vue à la Grande Terre. Comme je vous l'ai dit, il ne s'arrêtait pas de le dire. Je sais que vous êtes pour rien dans l'affaire, mais il nous faut quelqu'un. Et par la suite, on a dit des mensonges, oui. Et jusqu'au jour où ils sont arrivés à nous faire accuser notre père d'assassin. Un premier coup de feu est parti. À ce moment-là, il a tué, affolé, complètement affolé, il a tué l'Anglais, il a tué sa femme. La petite est partie encore vers l'endurance, il l'a poursuivie et il y a asséné plusieurs coups de crosse sur la tête, pour ne pas qu'elle parle. C'est le crime de l'incompréhension. C'est le crime de l'incompréhension, c'est le crime de la colère, de l'incompréhension d'abord parce qu'il ne pas chacun parlait en sa langue, et de la colère ensuite, cette colère était due surtout à cet éboulement. L'affaire Dominici commence par cet éboulement sur la voie ferrée. Le vieux, il ne veut pas payer l'amende de la voie ferrée. Donc il est déjà dans un état de hargne, de rage contre ses enfants qui n'ont pas prévenu l'éboulement. Cette nuit-là, le père Dominici était tracassé par cet éboulement.
Si jamais la Micheline n'avait pas pu passer à cause de cela, il aurait dû payer une forte indemnité à la compagnie, bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle, à 1 h du matin, il est sorti pour savoir si l'éboulement n'avait pas évolué. Et donc ensuite, l'engrenage, un vieux paysan qui voit des gens sur ses terres, qui ne lui ont pas demandé, qu'est-ce qu'il fait? Il flingue. Bon, en tout cas, c'est un crime de paysan. J'ai longé la Durance, puis la Bléone jusqu'à Digne. C'est dans cette tranquille préfecture du département, appelée à l'époque les Basses-Alpes, que le procès Dominici commence le 17 novembre 1957. Si toute cette affaire est restée gravée dans les mémoires, c'est aussi parce que ce procès est le premier procès médiatisé de l'après-guerre. Une véritable révolution. Un des plus grands procès du siècle va s'ouvrir devant la cour d'assises des Basses-Alpes, à Digne, un procès dont Gaston Dominici va être l'étonnante vedette. Le procès était retransmis par haut-parleur à l'extérieur de la salle d'audience, car il n'y avait pas assez de place pour les demandes des centaines de journalistes. D'ailleurs, c'était incroyable le monde qu'il y avait autour de cette salle d'audience. Nous étions entassés dans une salle d'audience qui est toute petite, car le palais de justice de Digne, qui est charmant, est trop petit pour des affaires pareilles. C'est bien la première fois qu'il arrivait une affaire Dominici. Et c'est la première fois que nous avons vu, au lendemain de la guerre, arriver dans la toute petite cour de ce palais un grand camion dans lequel il y avait 6 cabines téléphoniques. Pour nous, c'était prodigieux. On a mis des télés sur place pour que les agences de presse et les journaux puissent publier tout de suite. Ça fait évoluer le journalisme de faits divers. S'il n'y avait pas eu la petite fille, on rigolerait de ce vieux paysan un peu bourru, taiseux, qui fait semblant de ne pas comprendre ce que le président lui demande, tu vois. Et les gens sourient, rient parfois. Quand le président lui dit « Monsieur Dominici, êtes-vous allé au pont ?» Il n'y a pas d'allée au pont. Non, je vous demande si vous êtes allé au pont. Il n'y a pas d'allée au pont. Je vous demande, non, j'y suis pas été. Si tu veux, ce langage, c'est 2 sociétés qui se rencontrent, qui n'ont rien à voir. Le président, le procureur, qu'un langage, le langage de la bourgeoisie, des notables, et le vieux Dominici qui joue les couillons, mais qui comprend tout. Il répond en patois, il répond pas, il fait semblant de ne pas comprendre. Donc il est malin. Et ça, c'est un vieux sanglier malin. Et donc les gens, ils sont plutôt du côté du vieux Dominici. Parce qu'ici, il n'y a que des paysans. Ils s'identifient aux paysans. Ça pourrait être eux. Pendant des jours et des jours, sous les yeux de sa femme, qu'il continue à appeler à l'audience la vieille sardine, et qu'il a terrorisé toute sa vie durant, sous les yeux de son fils Clovis et de son voisin Paul Maillet qui continue à l'accuser, sous les yeux de Gustave qui n'a pas cessé de se contredire, le vieux gardien de chèvre de Lurs va faire front. Devant le monde étonné, il va montrer ce qu'est en chair et en os un personnage de Giono. Mon père a suivi le procès avec beaucoup d'intérêt. Ça l'a vraiment passionné. Et il était fasciné par le personnage du père Dominici, qu'il trouvait, c'était un être fruste. Il a écouté tout ce que le père a dit. Il s'est rendu compte que ce personnage-là n'avait pas du tout compris son procès. Du tout. Il ne comprenait pas. Il disait, mais ce paysan, il n'a même pas 500 mots qui lui appartiennent et qu'il comprenne. Donc, comment peut-il comprendre tout ce qui se passe dans un prétoire? Je dois dire que le vieux Dominici avait une espèce de génie, il n'y a pas de doute. Il était à la fois violent et doux, gentil, aimable, très pittoresque, avec un certain sens de l'humour, et pourtant il était illettré. Le vieux Dominici s'exprime avec 50 mots. Les autres, ils s'expriment avec 5000 mots. Donc on a tendance à être un peu anti-anglais, un peu anti-parisien, tu vois. Et la justice, c'est l'État. On est un peu contre l'État. Tout le monde se débrouille pour se démerder, quoi. Et ça, je ne dis pas que c'est vraiment du racisme, mais il y a un petit chauvinisme local. Quand le vieux Dominici, malgré les 3 meurtres, essaie de ne pas comprendre, les gens rient dans la salle du palais de justice. Donc il y a quand même quelque chose d'un peu ambigu. Tu vois. On oublie qu'il y a une petite fille qui est morte à coups de crosse. Et le verdict va le frapper en plein visage, il est condamné à mort. Le village de Lurs surplombe tout le pays. J'y suis retourné pour rencontrer Alain Dominici, le fils de Gustave.
Il avait 6 mois au moment du crime et il a vécu toute cette histoire de l'intérieur. Comment voulez-vous qu'une famille soit unie? Il y a ceux qui ont été impliqués directement, mon père, Clovis, et puis il y a ceux qui ont défendu le père, et puis il y a ceux qui sont restés neutres. Donc sur les 9 enfants, tout le monde avait une opinion complètement différente. L'URSS, dans la mémoire collective, c'est quelque chose il manque quelque chose dans la justice française. Il y a cette incertitude de dire on ne sait pas. Il y a 2 courants de pensée. Il y a ceux qui sont persuadés de l'innocence, parce que ce grand-père de 75 ans, il ne pouvait pas commettre un crime aussi atroce, surtout pour fracasser le crâne de la fillette. Et surtout qu'il avait à cette époque-là 22 petits-enfants. Et puis il y a ceux qui sont persuadés, alors là, il n'y a rien à faire, ils sont persuadés que dans tous les cas de figure, comme les fils l'ont accusé, pas de problème, ça peut être que lui. Aujourd'hui, dans le dossier tel qu'il existe et tel qu'il est aux archives départementales, il n'y a rien qui puisse accuser mon grand-père, rien. Au Baumette, du haut du chemin de ronde en ciment d'où l'on surveille sa promenade, j'ai vu Gaston Dominici avant de lui parler. Depuis 6 ans, il porte, m'a-t-on dit, le même pantalon de velours côtelé qu'il avait le jour de sa condamnation à mort. Sa canne, c'est celle qu'il avait dans les sentiers de l'URSS quand au lever du soleil il conduisait son troupeau de chèvres dans les collines. Et sans doute s'appuyait-il aussi sur elle, le matin ou peut-être sans les voir, mais peut-être en sachant qu'ils étaient là, il est passé près du corps des Drummond. Il y a ceux qui l'ont vécu de plein fouet comme moi, parce que je suis né dans cette ferme et jusqu'à l'âge de 9 ans, on y est resté. Donc les journées sans fin, surtout les dimanches où il y avait un service d'ordre pour que les gens ne rentrent pas dans la Grande Terre, mais je peux vous dire que j'ai passé des dimanches entiers dans une cuisine qui faisait 9 mètres carrés, avec mon frère, ma sœur et mes parents. Ce qu'a attiré la reprise de l'affaire Dominici ont dû se contenter de rôder autour de la ferme de la Grande Terre, trop bien gardée. Le clan, comme on sait, n'aime pas les curieux. Faute de mieux, ceux que le mystère énerve ont dû se contenter de photographier l'endroit où fut découvert le corps ensanglanté de la petite Anne Drummond. Mais on ne pouvait pas aller dehors, on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas s'amuser. Ça a duré quasiment 1 an. Les gens qui venaient dans la cour de la Grande Terre à ramasser des cailloux, arracher des morceaux de volets, regarder à travers la porte. Voilà. Et je l'ai vécu pendant des années, ça. Est-ce un épilogue au drame de l'URSS qui fit couler tant d'encre? Après 7 ans passés en prison à la suite de sa condamnation, Gaston Dominici, gracié, a été ramené par son fils Gustave à la ferme de la Grande Terre. Il y a retrouvé sa femme, la Sardine, entre les murs qui furent le décor du drame affreux qui coûta la vie à la famille Drummond. Le vieillard qui signa des aveux formels dénie aujourd'hui toute participation au meurtre. Je ne sais pas pourquoi ils sont venus là. Ils auraient dû se faire tuer plus loin. Si on avait su que ce soit venu faire tuer, eh bien, on serait allé chercher et on les aurait fait coucher à notre maison. Voilà. On les aurait enlevés de là. Bien, pour savoir qui c'est l'auteur du crime, ça c'est bien difficile. Mais en tout cas, on sait que le matin du crime, qu'on a retrouvé la voiture, là, en présence des gendarmes de Forcalquier, on a vu que la voiture a été fouillée et principalement beaucoup de papiers dans leur valise. Vous en concluez quoi personnellement? Et que ça serait plutôt un crime politique. Hein. Il faut penser aussi à la personnalité de Drummond, qui fait partie du contre-espionnage. Tout ça, c'était pas très net. Hein, c'était pas crapuleux. Tout simplement crapuleux de vol ou de vol d'argent ou de quoi que ce soit. C'était beaucoup plus grave que ça. Mais ça n'a jamais été prouvé. Ça a été en tout cas totalement enterré. C'était notamment un nutritionniste qui avait eu un rôle important pendant la Deuxième Guerre mondiale. Son action avait été saluée par la couronne d'Angleterre puisqu'il avait même été anobli.
Donc je n'étais pas n'importe qui, Jacques Drummond. Il était docteur honoris causa de la Sorbonne. Je veux dire, c'était un personnage internationalement connu. Alors évidemment, tout de suite, après, on dit, mais puisque c'est un personnage de cette importance, il ne peut pas être mort, si on peut dire, avoir été tué comme ça, bêtement au bord d'une route. Il y a autre chose derrière, il y a un complot nécessaire, etc. Bon, ben, ça c'est très bien, mais il faut, à ce moment-là, il faut un peu l'expliquer et le démontrer, si possible. Ce savant, qui est quand même un des plus grands savants du XXe siècle, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, tous les gens qui prennent de l'ibuprofène, c'est lui qui l'a quand même découvert. Hein? Il faut savoir que ce monsieur ne voulait pas signer, la production. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que 8 jours après son décès, les laboratoires Boots ont mis en vente l'ibuprofène. Plusieurs thèses ont circulé sur le rôle exact du scientifique anglais. Mais l'énigme Drummond n'a jamais été élucidée. La famille Drummond repose à Forcalquier. J'ai rejoint son magnifique cimetière, un peu à l'écart de la ville. À l'époque du drame, le rapatriement des corps était compliqué et les Drummond n'avaient pas de famille en Angleterre. On devait les enterrer au cimetière de Lurs, parce que ça s'est passé sur la commune de Lurs. On a trouvé que le cimetière de Forcalquier, qui est prestigieux, qui est un monument historique classé, grâce à la taille de ses ifs en cathédrale, était plus prestigieux. Ça n'a pas l'air de me coller ce mot idiot avec ce drame. Mais enfin, au moins leur donner une belle sépulture, et ils ont offert la concession perpétuelle et l'entretien de la tombe. Donc aujourd'hui encore, c'est la mairie de Forcalquier qui entretient la tombe. Les tombes sont fleuries quelquefois, notamment elles sont fleuries avec 2 roses jaunes et une rose rouge, certaines fois. Qui le fait, on ne sait pas. Mais même si c'est rare, il y a quand même des gens qui y pensent encore. Assigné à résidence, Gaston Dominici meurt le 4 avril 1965. Son degré d'implication dans le triple meurtre de la famille Drummond n'a jamais été prouvé. Quant au fringant commissaire Sébeil, une fois son heure de gloire passée, il est retombé dans l'anonymat. C'est donc là, dans ce quartier, dans ce commissariat, qu'Edmond Sébeil terminera sa carrière. 4 années de misère et de semi-retraite, durant lesquelles il réglera les querelles de ménage, les rixes d'ivrognes et les accidents de la circulation. Aujourd'hui encore, hein, vous entendez dire, moi je sais, mais en réalité, ils ne savent rien. C'est vrai, moi je suis contacté très souvent par des gens qui presque à la limite, me désignent le coupable. Ah oui, c'est très curieux, Parce que, contrairement à ce qu'on pense, j'ai ma vie personnelle, mais je fais partie d'un fait divers. Et je suis devenu un personnage, on va dire, disponible à tous ces gens qui se posent des questionnements. Aussi bien sur les réseaux sociaux, mais moi de temps en temps, je suis de tout cœur avec vous, je veux absolument vous soutenir dans votre réhabilitation. En réalité, la réhabilitation, ça n'existe pas. Si on pouvait le faire, parce qu'on ne peut plus le faire, c'est laver la mémoire d'un mort. Ça s'appelle comme ça. Après avoir été une pizzeria pour touristes, la ferme construite par Gaston Dominici est redevenue une bâtisse anonyme en bord de départementale. J'ai déambulé autour de la Grande Terre. La route a été élargie, le mûrier sous lequel gisait Anne Drummond a été abattu depuis longtemps. La borne kilométrique à proximité de laquelle Jacques Drummond est mort a été chapardée plusieurs fois. Et le talus sur lequel la petite Elisabeth a été retrouvée massacrée est devenu un remblai de l'autoroute. Le pont au-dessus de la voie ferrée est toujours là. Reste surtout cette croix, ce mémorial improvisé, élevé en hommage à la petite Elisabeth Drummond. Alors il y a des gens qui viennent de la région, hein, principalement, et j'ai même eu des gens de Lurs, hein, du village, qui, on le sait, ne veut plus en entendre parler parce qu'on leur rabat les oreilles tout le temps avec ça, qu'ils ont d'autres atouts.
Les gens disent, ça m'a tellement marqué dans ma jeunesse, dans mon enfance, ou alors mes parents en parlaient tout le temps. Puis vous savez, je crois que c'est une question de... On dit toujours c'est les faits divers et tout, c'est les faits divers, mais ça intéresse tout le monde les faits divers. Hein. C'est parce que ce sont des gens normaux, ordinaires, que ça intéresse moins. Racine et Corneille, c'est quoi? C'est les faits divers. Hein. Évidemment, ce sont des gens un peu plus connus, mais c'est dit en vers, en alexandrin, tout ça, mais c'est du fait divers. Hein. On en a fait un mystère, et tout mystère est bon pour le commerce. Que ce soit l'affaire Grégory, l'affaire Dominici, quand il n'y a pas de dénouement absolument clair, mais c'est comme l'affaire Ranucci, si elle paye le pull au vert rouge, l'histoire du pull au vert rouge, bon, on lui a coupé la tête, c'était lui. Il a tout avoué, comme le père Dominici avait avoué. Mais à partir du moment où on introduit un mystère, ça attire des gens. Une affaire peut durer 100 ans avec un mystère, puisqu'on n'en est pas sûr. De mon escapade photographique sur la rive de la Durance, je retiendrai que l'affaire Dominici, c'est bien sûr une énigme jamais résolue, mais c'est surtout la fin d'un monde. Le monde de la ruralité, de la parole rare, un monde où le parler provençal est d'un usage courant, où les coutumes paysannes sont la règle. Un monde autarcique, qui a perduré jusqu'au terme de la Seconde Guerre. C'est sans doute pour cette raison que l'affaire Dominici est restée gravée dans les mémoires, parce qu'elle s'inscrit dans une véritable bascule de société. J'ai donc décidé de poursuivre mon périple photographique sur les traces de Christian Ranucci. Dans cette affaire, comme pour l'affaire Dominici, c'est l'assassinat sauvage d'une fillette qui a focalisé toutes les attentions. Et c'est une sentence de mort qui a conclu le procès. 4h13 ce matin, à la prison des Baumettes, un homme a été exécuté, la guillotine est tombée. Christian Ranucci, 21 ans, a donc été exécuté ce matin à 4h15 à la prison des Baumettes à Marseille, 25 mois après avoir assassiné dans un bois une petite fille de 8 ans à coups de couteau et à coups de pierre. Il a été exécuté selon la loi, selon l'article 12 du Code pénal. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. J'ai flâné autour de la cité où vivait la famille Rambla. Ici, rien n'a vraiment changé. C'est le 3 juin 1974, dans ce quartier populaire marseillais, qu'on a vu pour la dernière fois Marie Dolores vivante. C'est ici, au coin de ces rues et devant ce groupe d'immeubles, qu'a été enlevée la petite Marie Dolores. Hier lundi, à l'heure du rapt, l'endroit était pratiquement désert. Il n'y a donc pas de témoins. Sauf bien sûr le frère de la petite fille, mais il n'a que 5 ans. Et pour les policiers, c'est un témoignage assez mince. Moi, ce qui m'avait frappé, c'était la quiétude de cette famille, alors qu'il quand même, il y avait cette grosse angoisse qui venait de surgir. Ils ne réalisaient pas encore la gravité. Et quand le petit Jean commence à raconter aux flics l'histoire, je me rappelle, un flic m'a lancé un regard, il dit, ça devient sérieux. C'est un témoignage évidemment très léger. Du point de vue judiciaire, il est sans grande valeur, mais dans la mesure où il est donné d'une manière suffisamment spontanée, il a quand même une valeur d'indication intéressante. L'essentiel est de ne pas contraindre l'enfant à dire des choses qui ne lui viendraient pas directement à l'esprit. Parce qu'il raconte une histoire d'un automobiliste qui s'est arrêté, qui a demandé de les aider à chercher un petit chien. Toi, tu passes par là, moi, je passe par là. Et quand le gosse est revenu, il n'y avait plus ni sa sœur, ni l'automobiliste. C'est une histoire qu'on n'invente pas. Des premières recherches sont entreprises sans succès. Nous sommes le lundi 3. Dès l'après-midi du 3, évidemment, il y a de l'émotion qui se fait dans le quartier. Des journalistes viennent assez nombreux sur place, il y a des interviews, etc., etc. La télé s'en saisit de l'affaire. Tout a été mis en œuvre pour retrouver la fillette. Chien policier, brigade du corps urbain, mais jusqu'à présent, aucun indice sérieux n'a été trouvé. Et dans la famille de Marie Dolores, c'est l'attente douloureuse et l'appel pathétique d'un père. Espérons bien que le monsieur qui a pris ma fille me la ramène vivante, que c'est l'unique chose que je lui demande. Voilà.
En ce moment, il vous écoute peut-être. S'il y en a cœur, comme si un père de famille a des enfants, il verra bien comment ça coûte un enfant. Alors, en ce moment, je ne demande más qu'à mon Dieu qu'il me retourne ma fille. Et le mercredi 5, donc 2 jours après, un coup de téléphone arrive à l'évêché d'un monsieur qui s'appelle Martinez, Vincent Martinez, qui dit, voilà, moi, le lundi 3, donc 1 heure en gros après l'enlèvement, j'ai eu un accident de la circulation au carrefour de la Pomme, commune de Pépin, avec une voiture qui a pris la fuite. La scène de crime est à une demi-heure de route dans l'arrière-pays. En compagnie de Jean-Louis Vincent, qui a fait un énorme travail de recherche sur toute l'affaire, j'ai refait le trajet qu'a parcouru Christian Ranucci ce lundi de Pentecôte 1974. Il y a en gros 25 km entre Marseille et le carrefour de la Pomme. Au moment où il est là sur cette portion de route dans ce sens, il est avec la petite Maria Dolores dans la voiture. Voilà, là on arrive au carrefour de la Pomme, donc le stop est là, et donc Ranucci ici ne s'arrête pas lui et franchit le stop. Quand Ranucci franchit le stop, Martinez le percute sur l'arrière, la voiture sous le choc fait un demi-tour, elle se retrouve le nez vers Marseille, et là Ranucci prend la fuite. Donc il y a un couple de Varois qui voit cet accident, qui le voit prendre la fuite, l'automobiliste avec lequel il a eu l'accident est immobilisé, donc il va le poursuivre pour lui dire, d'ailleurs, pas pour lui dire, revenez, c'est rien, c'est un accident matériel, ne vous revenez. Ce qu'il faut bien noter, voilà, c'est qu'il ne pouvait pas aller en face, parce que c'était comme ça déjà, évidemment, il y avait un mur. Et là, donc, on est dans le sens où Ranucci prend la fuite, donc d'après les témoignages des Aubert, il part quand même assez vite, mais Ranucci va dire, lui, qu'il s'est très vite aperçu qu'il avait la roue arrière qui frottait contre la tôle, donc il dit ça faisait un bruit d'enfer. Donc il sait bien qu'il ne va pas pouvoir aller non plus très loin, quoi. Après ce grand virage, il s'arrête sur le côté droit, à hauteur d'ailleurs d'un panneau là, qu'on voit là, voilà ce panneau là qui indique virage, il s'arrête là, à ce niveau-là. Et là donc, il monte avec la petite Maria Dolores dans les taillis là-haut, et c'est là-haut qu'on va retrouver le cadavre de la gosse, à 22 mètres de la route. Et on découvre le cadavre de la petite Maria Dolores, transpercé de 18 coups de couteau, pour être précis, 3 sur la main et 15 au niveau de la gorge. Évidemment, gendarmerie, police, magistrats viennent sur place. Il faut faire aussi venir le père de Maria Dolores, parce qu'il s'agit quand même d'être certain que c'est bien elle, donc reconnaître le corps. Les gens qui ont assisté à cette scène en ont gardé tous un souvenir, évidemment, très, très, très fort. Hein. C'est bien elle, malheureusement, qui est morte. Et donc, le cadavre est reconduit à Marseille, où il va être autopsié le lendemain. Comme on a le numéro de la voiture de cet homme qui avait pris la fuite, inutile de dire que ça va très vite, on l'identifie. Il s'agit d'un nommé Ranucci Christian, qui habite à Nice, et qui est interpellé le jour même, dans l'heure qui suit, et il le ramène à l'évêché. Et donc là, Ranucci est entendu. Dans un premier temps, il nie les faits. Il dit, oui, j'ai eu un accident, c'est vrai. Les époux Aubert, qui l'avaient suivi en voiture, sont convoqués, viennent, disent, nous le reconnaissons. Nous avons confronté les intéressés avec le mis en cause, et après 4 heures d'interrogatoire, il a finalement consenti à avouer la vérité, à savoir qu'il était bien l'auteur du meurtre de la petite fille. Et Ranucci avoue. Après le meurtre, Ranucci reprend sa voiture, s'éloigne du lieu du crime et part se réfugier dans une champignonnière toute proche, où il s'embourbe. Le fameux pullover rouge, source de toutes les polémiques, a été retrouvé ici. Des années plus tard, Gérard Bouladou, un commandant de police judiciaire, s'est lui aussi intéressé à l'affaire. Il m'a rejoint à l'entrée de la champignonnière.
Alors là, on est à l'entrée de la Champillonnière, dans laquelle Ranucci est venu se réfugier pour changer sa roue, changer de vêtements, se reposer. Évidemment, les lieux étaient différents à l'époque, c'était très dégagé. Et il va dire qu'il a enterré le couteau dans cette champignonnière. Et il va même donner quelques indications assez précises. Au lieu de transporter Ranucci sur place, de lui faire déterrer le couteau qu'il a enterré, puisqu'il dit qu'il l'a enterré là, on va envoyer les gendarmes avec un détecteur d'objets métalliques, de mines, quoi. Alors vous imaginez chercher un couteau dans un tas de tourbes qui fait 17 mètres sur 10, 170 mètres carrés, c'est énorme. Donc il a fallu demander des précisions à Ranucci. Il avait planté le couteau exactement à l'orée de la forêt. Ça a été dit par radiotéléphone. Il y avait un gendarme à l'évêché qui faisait le lien entre les gendarmes qui étaient sur place ici et l'évêché. Et c'est comme ça que l'information est arrivée. Ce qui est dommage, c'est que ce n'a pas été marqué en procédure, quoi. On récupère l'arme du crime, tachée de sang. Les analyses qui seront faites par la suite vont montrer que le sang trouvé sur le couteau est du même groupe sanguin que celui de la petite. En revanche, à l'époque, il n'y a pas de possibilité de comparaison ADN, donc on ne peut pas déterminer de manière absolument certaine que c'est le sang de cette gosse. Eh oui. Hélas, le hasard fait mal les choses. Le groupe sanguin de Christian Ranucci est le même que celui de la petite Maria Dolores Rambla. D'ailleurs, Ranucci affirmera plus tard s'être blessé avec son propre couteau. Depuis, les moyens mis en œuvre pour la préservation et l'étude des scènes de crime ont beaucoup évolué. Fin des années 80, on faisait encore du groupage sanguin sur tâche et l'analyse de l'ADN a débuté dans les laboratoires de police au début des années 90 avec des systèmes qui étaient nettement moins discriminants que ceux que l'on analyse aujourd'hui, que l'on utilise aujourd'hui. Sur une affaire comme l'affaire Ranucci, on aurait pu bien sûr déjà mettre sous un scellé découvert tous les éléments qui ont été relevés pour éviter justement que les enquêteurs, enfin les témoins, etc. manipulent ces éléments-là et donc déposent leur ADN qui est donc préjudiciable bien sûr à l'identification de l'ADN d'intérêt, celui qui va nous permettre de résoudre, enfin d'aider à la résolution de l'enquête. Plus tard, il y a une reconstitution. Au moment de la reconstitution, il commence à changer d'attitude, parce que quand il s'agit de reproduire les gestes de la mort de la petite, il dit « je ne peux plus, enfin, je ne me souviens plus, je ne sais plus, etc. » La reconstitution ne peut pas être faite de manière complète. À mon avis, la première erreur qui a été faite dans cette affaire, c'est de laisser cette affaire à la sûreté urbaine, qui traitait des affaires de quartier souvent. Et là, elle est visiblement dépassée par la médiatisation de l'affaire. Donc elle ne va pas prendre de précautions pour protéger le témoin, pour protéger l'enfant. Ça va jeter des éléments de trouble dans l'affaire. Ces maladresses provoqueront bien des polémiques. Car si on a retrouvé l'arme du crime à proximité de la Champignonnière, on y a aussi découvert le fameux pullover rouge. Or, personne n'a jamais pu prouver s'il appartenait ou pas à Christian Ranucci. Cet indice a été ignoré au moment de l'instruction. Mais quelques années plus tard, cette polémique alimentera le débat sur l'abolition de la peine de mort. En attente de son procès, on incarcère Christian Ranucci à la prison des Baumettes à Marseille. J'ai pu rencontrer Milou Diaz, un homme du milieu marseillais. À l'époque, il a côtoyé Ranucci en prison. Sa mère attendait le parloir dans la rue. Et ma femme, mon épouse, attendait le parloir. Ma famille aussi attendait le parloir. Et sa mère se confiait beaucoup. C'est une femme qui parlait beaucoup. Et elle disait que ça ne fait pas la première fois qu'il prenait des enfants, parce qu'il aimait les enfants. Il était resté immature. Il était resté, disons, c'était une espèce de mec, comme, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais il prenait les enfants, il les promenait. La mère de Ranucci est une femme très protectrice. Elle le dit d'ailleurs à un journaliste à l'époque. Elle dit « je l'ai élevé comme une fille ». Elle voulait que ce fils soit très proche d'elle. Lorsqu'il est parti au service militaire, elle en était très, très malheureuse. Apparemment, lui, il l'était aussi, très malheureux. Enfin, il y avait entre eux un lien très fort. J'aime beaucoup les enfants. J'étais gardienne d'enfants moi-même, vous voyez. Et j'ai deux dames qui sont allées témoigner à Nice, à Giuffredo, où se trouve le commissariat central, où elles ont dit « je n'ai rarement trouvé un garçon de 18 à 19 ans qui soit si empressé, si aimable, avec sa maman, avec nous, les parents des enfants, lorsque nous venons les chercher. » Son père, lorsqu'il avait 3 ans et demi, a donné des coups de couteau à sa mère au niveau du visage. Il a vu sa mère en sang. Il n'a plus vu son père après. Donc c'est quelqu'un qui a été traumatisé très jeune.
Il dira d'ailleurs à la juge, j'ai vécu mon enfance dans la hantise d'être enlevé et tué par mon père. C'est ce que lui disait sa mère. Ton père, il te cherche, il nous cherche tous les deux et il veut nous tuer. Donc on ne peut pas vivre sereinement à partir de 3 ans et demi en ayant cette épée de Damoclès sur la tête, quoi. Je me suis posé dans le hall du palais de justice d'Aix-en-Provence pour y faire quelques clichés. Immergé dans la sérénité de ces allées, difficile d'imaginer que ce lieu de justice ait pu être le théâtre du déchaînement de haine provoqué par le procès Ranucci. Un procès s'est ouvert ce matin à Aix-en-Provence et ce procès, qu'on le veuille ou non, va peut-être faire figure de test ou d'épreuve plutôt. Le mot test est peut-être mal choisi en pareilles circonstances. En effet, 3 semaines après le dénouement de ce qui est devenu l'affaire Patrick Henry et après le meurtre du petit Philippe Bertrand, on juge à Aix-en-Provence Christian Ranucci. Alors l'ambiance du procès était très tendue. Il y avait d'abord énormément de monde, aussi bien à l'intérieur de la salle des pas perdus que sur les escaliers du palais de justice. Beaucoup criaient la mort. Il y avait des tags sur les murs du palais de justice, la mort. Et c'était une ambiance de vengeance et vraiment de haine. Monsieur Rambla a même récusé son avocat, hostile à la peine de mort. L'affaire Patrick Henry risque de peser sur les débats et la tâche du défenseur de Ranucci s'annonce périlleuse. Eh bien, je me soulage, moi. Ah, je suis soulagé à 100%. Vous voyez, je suis soulagé à 100%. Parce que je sais que si Ranucci, il est condamné à mort, il est coupe à la tête, celui-là qui viendra derrière, il réfléchira un peu. Quand j'ai su donc, que j'allais participer, que mon nom a été retenu pour participer à ce procès, je m'attendais à voir entrer Ranucci tel qu'on l'avait vu sur les photos, dans la presse, ce jeune homme donc brun, la tête baissée, entouré de 2 policiers, avec donc une chemise rayée, bon, cette photo qu'on a vue de partout. Et j'ai été très surprise lorsqu'il est effectivement rentré dans le prétoire. Il était émacié, il avait des cheveux très courts, un visage très dur et il avait perdu un peu de sa juvénilité. Je me suis rendu chez le journaliste Jacques Bonadier qui a chroniqué tout le procès. Il en garde un souvenir poignant. Les Ranucci, la mère comme le fils, avaient peaufiné leur apparence. La mère s'est présentée au procès affublée d'une petite croix affichée de manière très ostensible. C'était pas une croix C'était une croix pour dire, moi, je suis chrétienne ou catholique, et donc je peux être que quelqu'un de bien. Ça voulait dire ça, à mes yeux. Et son fils arrive, une croix Comaque, on dirait l'évêque. Tu te dis, mais où on est ? Disons que moi j'ai eu une éducation catholique et la croix ça représente quelque chose et de voir cette croix sur cet accusé d'un meurtre terrible, c'était disons très dur. Derrière ses lunettes teintées avec sa grosse croix en or sur la poitrine, Christian Ranucci paraît très sûr de lui. À plusieurs reprises, il interrompt le président Antona, s'énerve, corrige les témoins, paraît même gêner son avocat maître Lombard. Puis bon, il s'est révélé ensuite à nous au cours de son interrogatoire. Et c'est là que ça a été catastrophique pour lui. Il a répondu au président à la fois maladroitement, insolemment. Ranucci ne plaide pas coupable. Ranucci, il dit « je suis innocent ». Il revendique son innocence et il a dit à ses avocats « moi, je suis innocent, il n'est pas question de plaider évidemment autre chose ». Donc du coup, ces avocats, que faire? Ils ne peuvent que plaider l'innocence. Alors est arrivé ensuite l'avocat pour les plaidoiries, avocat de la famille Rambla, donc de la partie civile, Gilbert Collard. Et là, je dois dire qu'il a fait une plaidoirie absolument magnifique et bouleversante, sans jamais évoquer la peine de mort, prenant la défense de ce qu'il a appelé les droits du malheur, mais à aucun moment ne requérant le châtiment, explicitement en tout cas. La haine ambiante pendant tout le procès a été un facteur déterminant.
Les 3 avocats de la défense étaient confrontés à une ambiance délétère. Il est certain qu'à juste titre, l'opinion publique a été émue par un événement récent, que les avocats sont les premiers à condamner. Mais de là à dire que nous sommes découragés, je crois qu'il y a un pas que personne n'a le droit de franchir. Lui, il a affirmé, il s'est battu là-dessus, l'irresponsabilité de son client. Il est irresponsable. Qu'on ne nous dise pas que ça peut arriver à tout le monde. Lui, il a des circonstances tout à fait particulières. Il s'est monté un peu le bourrichon. Et à un moment, il s'est tourné vers Ranucci et il lui a dit textuellement « Et je plaide pour cet imbécile ». Tu penses bien que quand on entend un truc comme ça, on se dit bon, il n'est pas dégonflé. Il plaide pour un client et il le traite d'imbécile. Bon. Les avocats sont quand même sensibles à la pression populaire. Les avocats sont des citoyens, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais comme les juges, ils doivent s'abstraire à toute pression. Un avocat est un homme seul et il doit puiser dans sa solitude à la fois de la certitude, du courage et de la force. Je reviens à Paul Lombard, son dernier mot, ça a été une vigoureuse exhortation adressée aux jurés de ne pas donner la mort à Ranucci. Il a dit « Je sais que vous ne le ferez pas ». Eh bien, ils l'ont fait. Voilà. Ils l'ont fait. Le 10 mars 1976, la peine capitale est prononcée. Moi, c'est la première fois que j'entendais tomber une sentence de mort. Il faut voir ce que c'est, quoi. Entendre tomber une sentence de mort, un verdict de mort. Il y a des gens qui vont applaudir. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, il y a vraiment un climat épouvantable. Et à peine le verdict proclamé, j'ai entendu Ranucci lui-même se tourner vers Paul Lombard, qui le regardait avec compassion, qui se penchait vers lui. Il lui a murmuré « Ils sont fous, ils sont fous ». Et ça a été fini. On confond tout, on confond le débat sur la culpabilité de Ranucci et le débat sur la peine de mort. Mais il est vrai que si Ranucci était encore en vie, on n'aurait pas eu cette pression peut-être sur la question de l'erreur judiciaire ou pas. On pensait, moi je pensais qu'il allait être gracié par M. Giscard d'Estaing, puisqu'il avait dit qu'il avait une profonde aversion contre la peine de mort. Pour ce qui est de la peine de mort, je souhaite que la communauté nationale française et donc son législateur se saisissent le moment venu de ce problème. Naturellement, il ne convient sans doute pas de le faire à un moment où la situation de violence, et en particulier de certaines violences inadmissibles, rend la société française extraordinairement sensibilisée à ce problème. Mais après, quand va commencer le débat sur l'erreur judiciaire, le fameux livre du Le Pull au vert rouge, les polémiques, on va assister à une inversion des choses. On va avoir des gens qui vont présenter bien sûr Ranucci comme une victime d'une immonde erreur judiciaire et bien sûr de la guillotine. Et les parents de les Rambla vont être pratiquement des accusés. Et cet enfant, ce visage enfant, cette petite Maria Dolores, elle disparaît. Mais moi, le Pull au vert rouge, c'était un indice parmi d'autres. Je n'ai pas considéré du tout comme important. Donc, ce n'est venu qu'après. Et après, évidemment, ça a pris une dimension politique. Voilà, moi, ma conviction, à ce que j'ai vu le jour du procès pendant ces 2 jours, c'est qu'il ne pouvait pas ne pas être coupable, Ranucci. Que tu sois pour ou contre la peine de mort, c'est pas le problème. Il ne pouvait pas ne pas être coupable tel qu'il s'assumait, tel qu'il se disait, tel qu'il se présentait, tel qu'il n'avouait pas, tel qu'il se déclarait. C'est pas possible. Maintenant, ce Ranucci-là, c'était un mec comme moi, et c'était un homme parmi les hommes, et
je trouvais absolument inadmissible qu'on puisse envisager de lui couper la tête. Bon. Mais parmi les jurés, il y en avait aussi qui refusaient ça, puisque la décision du jury a été prise à la majorité. Ça ne veut pas dire à l'unanimité. Et on peut penser que la dame qui est partie comme moi en pleurant du palais et qui était membre du jury n'a pas voté. Évidemment, ça reste son secret. Mais elle était bouleversée. Et moi aussi, j'ai vu des gens pleurer. Parce qu'il n'y avait pas que des gens qui criaient à mort, il y avait des gens qui pleuraient aussi. Enfin bon. Le palais de justice d'Aix-en-Provence n'est pas un lieu de crime. Mais il reste ancré dans les esprits depuis comme un lieu de mort. Comme pour l'affaire de Dominici, ce procès et sa sinistre conclusion s'inscrivent dans un moment pivot où notre société a basculé. Aussi terribles, aussi odieux que soient leurs actes, il n'est point d'homme en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer totalement. Et quant à la justice, aussi prudente soit-elle, aussi mesurée, angoissée que soient les femmes et les hommes qui jugent, rien ne peut changer que cette justice soit humaine et par conséquent faillible. Si le nom de Ranucci reste gravé dans la mémoire collective, c'est bien parce que les quelques incertitudes qui ont entouré son procès ont servi de catalyseur, 5 ans plus tard, à l'abolition de la peine de mort.